Je vais reprendre l'histoire d'un développeur. Qui est développeur dans la salle? J'imagine beaucoup de monde. Voilà, on en a eu l'exemple tout à l'heure, notamment quand on veut installer un nouvel environnement de dev, quand on arrive sur un nouveau projet, ou par exemple pour faire un workshop. Je ne sais pas si on avait quelques étudiants qui étaient là tout à l'heure, on a vu que c'était un peu galère. Alors en général, la première chose, c'est bienvenue dans l'équipe. Voilà la doc, débrouille-toi pour installer ton PC. Enfin, ça, c'est quand il y a de la doc, c'est pas toujours le cas. Et en général, ce qui se passe, c'est 2 jours après ou 2 semaines plus tard, ça dépend des projets. Quelqu'un peut m'aider à compiler? Alors, à qui c'est déjà arrivé cette histoire-là? Ouais. Donc, ça arrive quand même assez fréquemment qu'on ait des soucis pour mettre en place tout simplement un environnement de développement, et je ne parle même pas de le mettre à jour. Alors la vraie question, c'est est-ce qu'on peut faire mieux? Donc bon, tu as un peu spoilé Thomas la suite du talk, c'est quand même l'idée. On a quand même un truc qui est sympa aujourd'hui, qui s'appelle Docker. Alors qui connaît Docker ici dans cette salle? Pas mal de monde. Donc Docker, c'est quand même sympa, c'est qu'à la base, c'est parti de l'idée de se dire, ok, on est des développeurs, il y a des fois quand on veut livrer notre code en production, ça marche pas, et puis je pense qu'on a tous, au moins une fois dans notre vie, utilisé l'excuse, ouais, mais ça marche sur ma machine de dev. Hein, j'imagine que voilà, ça parle à des gens. L'idée de Docker, c'était à peu près ça, c'était de se dire, ok, on va faire en sorte que si ça marche sur la machine de dev, on va livrer en quelque sorte la machine de dev en prod. Comme ça, on est sûr que ça va marcher en prod aussi. Je simplifie un peu, mais c'est ça. L'idée, c'est d'avoir des conteneurs. Docker, ça va faire tourner des conteneurs. Des conteneurs, c'est quoi? C'est tout simplement un environnement de travail. Alors, ça sert principalement aujourd'hui à livrer des applications en production. Mais vu que dans Docker, on peut configurer dans un conteneur un environnement, pourquoi ne pas s'en servir tout simplement pour aussi faire tout le setup de l'environnement directement et prendre finalement le problème à l'envers, de faire tout le développement dans un conteneur. Alors pour ça, aujourd'hui, si vous avez la chance d'utiliser Visual Studio Code, ça tombe bien, c'est qu'on a une extension qui est encore en preview aujourd'hui qui s'appelle Remote Development. Donc quand vous ouvrez votre VS Code, que vous allez sur l'onglet extension, vous tapez Remote Development, vous allez pouvoir cliquer installer et vous allez avoir cette superbe extension que je vais sans plus attendre vous montrer. Donc voilà mon VS Code, ça va, c'est assez zoomé. Alors je vais ouvrir un terminal pour vous montrer que je ne vais pas bluffer. Alors, excusez la résolution, il n'y a pas beaucoup de texte qui peut rentrer sur une ligne. Je n'ai pas installé .NET sur ma machine. Donc si j'essaye par exemple de faire .NET -, version, ça n'existe pas. Bon, honte à moi. Mais justement, c'est parce que j'aime bien garder les choses propres. Alors, la Remote Development Extension, ce qu'elle va vous installer, c'est cette petite icône ici qu'on voit en bas à gauche, qui est verte. Si je clique dessus, elle va déjà me proposer quelque chose de sympa, notamment une qui va m'intéresser, qui va être de rajouter une configuration de développement sous forme de conteneur à mon projet. Donc là, j'ai un projet, j'ai vraiment rien, je suis parti à vide. Donc on va cliquer là-dessus. Alors je vais juste vérifier que j'ai du réseau quand même. Voilà. Alors on peut voir déjà que par défaut, elle nous propose tout un tas de configurations qu'on peut utiliser avec Azure, avec C#, avec du Java, avec du Terraform, avec pas mal de choses, du PHP, du Python. Je ne vais pas toutes vous les faire. Mettons par exemple que je voudrais faire un projet .NET, mais un projet .NET pas au goût du jour. Typiquement, je sais pas, en 2 points, par exemple, sur une vieille version de .NET Core. On va choisir ça. Hop, alors ce qu'il m'a fait, c'est qu'il m'a généré quelques fichiers, et tout de suite, un truc sympa qu'il me propose, c'est qu'il a détecté, en fait, grâce à l'extension, que mon projet contenait une configuration de conteneur, et il me propose de le rouvrir dans un conteneur. Donc c'est ce que je vais faire tout de suite, qui va me relancer VS Code. Et là, on voit que il va essayer de m'installer une image. Alors, ça allait rapidement parce que je l'avais fait à l'avance. Là, ce qu'il va faire concrètement, c'est télécharger l'image Docker qui est spécifiée ici, dans ce fichier Dockerfile. Il va aller faire tout le setup qui est dedans et il va se connecter directement à cette image Docker. Et là, il me propose directement un terminal qui se trouve cette fois dans l'image Docker et plus sur ma machine en local. Et pour preuve, si je tape ma commande de tout à l'heure, .NET version, ici, je me retrouve bien déjà avec mon environnement .NET tel que je le voulais en version 2.1. Donc on va aller un petit peu plus loin avant de vous montrer en pratique comment ça s'utilise. Je vais générer un nouveau projet Web API par exemple. On va générer un peu de code. Voilà, il va me bootstrapper un nouveau projet .NET pour faire une API. Je ne vais rien modifier, je vais le lancer. .NET Run.
Il va compiler ça, il va me lancer le projet et il me dit que voilà, ok, c'est cool, j'ai un serveur qui écoute maintenant sur un port HTTP, HTTPS. On va aller vérifier ça. Je vais dans mon navigateur, je vais à l'URL qui me demande et si je fais un F5, ah tiens, j'arrive pas à ouvrir ma page. Alors ce n'est pas l'effet démo, c'était fait exprès. Est-ce qu'il y en a qui ont une idée pourquoi? Exactement. Alors là, je suis dans un conteneur, ça veut dire que mon environnement de développement est forcément isolé de mon système. Donc si je veux pouvoir me connecter, accéder depuis l'extérieur, depuis ma machine locale à mon conteneur, il va falloir exposer les ports. Donc ça tombe bien, il y a un truc que je peux faire si j'ouvre la palette de VS Code, c'est cette option-là, forward port. Donc on va forwarder le port 5001 pour que je puisse m'y connecter. Ça devrait être bon. Et si je retourne et que je fais un F5, alors bon, ça c'est le serveur de démo qui répond, mais on voit bien qu'il y a quelque chose qui répond. Donc cette fois-ci, j'ai bien pu me mettre en mode je veux développer mon serveur, je fais du code, je m'y connecte, tout va bien. Bon, si on va regarder un peu plus en détail comment ça marche, qu'est-ce qu'il m'a créé? Il m'a créé 2 fichiers. Donc un Dockerfile. Pour ceux qui sont familiers avec Docker, il n'a rien de particulier, c'est un Dockerfile standard. Là, j'ai utilisé une image du coup qui est fournie par Microsoft qui installe déjà tout ce qu'il faut pour développer en .NET Core avec le SDK 2.1. Donc il y a tout un tas de setup où il installe notamment quelques outils utiles pour Azure. On voit qu'il installe aussi des outils avec apt-get. Là, vous pouvez rajouter ce que vous voulez. Donc c'est une image Docker où on part d'une base SDK .NET Core, mais vous pouvez configurer ce que vous voulez derrière. Vous pouvez rajouter tous les outils qui pourraient être nécessaires à votre projet. Ça va compiler une image Docker standard. Le deuxième fichier qui m'a généré, c'est ce fichier devcontainer.json, où on retrouve notamment le nom de l'image. Alors je ne sais pas si vous avez fait gaffe, j'ai oublié de le montrer, mais là tout en bas à gauche, ici, on voit que je ne travaille pas sur ma machine en local, tout simplement parce qu'il m'affiche ce fameux devcontainer 2. Avec le nom de l'image à laquelle je suis connecté. Donc ce nom de l'image-là, il n'a pas inventé, c'est celui-là. Dans ce fichier JSON, on lui dit donc, à quel fichier Dockerfile je veux utiliser pour mon projet. Je peux setter tout un tas de paramètres, notamment que par exemple pour ce projet-là, je veux utiliser bash par défaut. Donc il va utiliser bash qui est connecté directement dans le conteneur. Et un truc aussi intéressant, c'est que je peux lui dire d'installer par défaut certaines extensions, des extensions VS Code. Là, si je vais ouvrir mon onglet extensions, on voit notamment que j'ai des extensions que j'ai installées en local, mais notamment qu'il y en a une qui est installée dans le conteneur. Et c'est pas une faute de dire ça, c'est qu'elle est vraiment installée dans le conteneur, c'est-à-dire qu'elle n'est pas du tout sur mon système local. Si j'ouvre un autre VS Code en local, je n'aurai pas cette extension-là. Par contre, si vous avez un collègue qui clone votre projet, qui réouvre et qui recompile le conteneur et qui s'y connecte, il aura par défaut cette extension-là. Donc ça peut être vraiment sympa si vous voulez uniformiser notamment toutes les extensions que vous utilisez au sein d'un projet. Vous les listez là, elles seront installées par défaut avec le conteneur du projet. Une autre option qui peut être sympa, plutôt que d'avoir à se mettre à forwarder les ports à la main comme j'ai fait là, c'est qu'on peut définir notamment par défaut un set de ports qu'on veut forwarder pour le projet. Donc si vous avez, je sais pas, une application front ou plusieurs ports que vous voulez ouvrir par le back, vous pouvez les forwarder par défaut grâce à ce setting-là. Après, alors si vous faites du HTTPS, vous pouvez aussi forcer un certificat installé à la main pour ne pas avoir la fameuse erreur sous Chrome pour dire attention, ce site n'est pas sécurisé. Vous pouvez monter par défaut, vous avez avoir le file system ici. Il n'est pas dans le, il est sur votre les fichiers que vous avez ici listés dans VS Code, ils sont bien sur votre système de fichiers local, ils ne sont pas dans le conteneur. Par contre, bien sûr, ils sont montés sur le conteneur pour que les outils que vous avez lancés, par exemple sur le bash là ici, comme ceux que j'ai lancés en utilisant la ligne de commande .NET, ils ont accès à ce système de fichiers là, donc ils sont montés par défaut. Là, on peut en spécifier d'autres répertoires. Si vous avez d'autres répertoires que vous voulez exposer à votre conteneur, vous pouvez le faire ici. Donc voilà, on a tout un tas d'autres commandes. Vous pouvez lancer aussi des commandes après que tout se soit initialisé, notamment, je ne sais pas si vous voulez faire restore de votre package NuGet, il suffit par exemple de rajouter ça, vous pouvez rajouter vos scripts derrière. Et donc, juste comme ça, on peut avoir un setup maison d'un projet. Vous récupérez, vous êtes un nouveau développeur, vous arrivez sur un projet, vous faites un git clone, vous ouvrez VS Code, il vous propose reopening container, vous faites ça, vous attendez que le Docker s'installe, prenez un café, vous revenez, c'est tout prêt. Donc ça, c'est un peu la promesse de l'extension et ça fonctionne aujourd'hui avec déjà pas mal de langages qui sont fournis par défaut et rien ne vous empêche de faire vos propres configurations Docker customisées pour les projets. Alors ça, c'est une première étape. Et si on veut aller plus loin, il y a un autre outil qui est en preview qui s'appelle Visual Studio Online qui repose exactement sur le même principe.
La différence que ça va un cran plus loin, c'est que ça met le VS Code directement sur le web. Vous avez un VS Code qui est directement hébergé dans le cloud, à cette adresse-là, et qui repose sur le même principe sur lequel vous pouvez fournir un conteneur de développement qui va être créé au moment où vous allez ouvrir votre instance, à laquelle vous allez pouvoir vous connecter, et vous allez pouvoir développer entièrement sur un environnement dans le cloud. Alors j'imagine que pour un projet au quotidien, ce n'est pas forcément ça que vous allez vouloir utiliser, notamment pour des raisons de coût. Par contre, ça peut avoir un intérêt, notamment si vous avez des projets open source et que vous voulez que des personnes puissent contribuer très rapidement sur votre projet sans avoir à installer tout un setup compliqué. Notamment, il y a des intégrations qui peuvent être faites avec GitHub pour pouvoir ouvrir une PR directement avec Visual Studio Online et avoir tout l'environnement qui est prêt à l'emploi pour pouvoir tester le code de la PR, builder le projet, lancer les tests, etc. Et puis hop, vous killez l'environnement dès que vous avez fini. Comme ça, on peut avoir des environnements qui sont jetables finalement et prêts à l'emploi pour un projet open source. Donc c'était vraiment une petite introduction rapide. Il y a le lien pour les slides qui sont en bas à gauche. Si vous les récupérez, j'ai mis quelques URL pour aller un petit peu plus loin. Notamment, je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà bossé avec Docker. Il y a un problème qui peut être fréquent, c'est la performance du système de fichiers selon l'OS que vous utilisez. Mais c'est quelque chose qu'on sait contourner. Il faut aller un petit peu plus loin dans la configuration de VS Code que ce que je vous ai montré là. Mais avec quelques lignes de configuration de plus, vous pouvez avoir la même performance qu'en natif finalement dans votre environnement de développement qui se trouve dans un conteneur. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu pour cette première présentation. Olivier, je te laisse enchaîner.